L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous embarquons pour un voyage extraordinaire au cœur de la civilisation chinoise. Nous partons à Qufu dans la province du Shandong. Peut-être vous n'avez aucune idée sur Qufu, mais vous devez connaître Confucius. Alors Qufu, c'est justement la ville natale de Confucius et berceau du confucianisme. Avec mon collègue Rocco, nous allons vous accompagner dans cette exploration fascinante. Et bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à tous nos chers auditeurs. Je suis absolument ravi de partager avec vous ma passion pour Qufu, cette ville extraordinaire qui est bien plus qu'une destination touristique. C'est un véritable pèlerinage au cœur de la pensée chinoise. Eh bien, Rocco, avant de nous plonger dans la découverte de Qufu, pourriez-vous nous présenter brièvement Confucius et pourquoi il occupe une place si centrale dans la culture chinoise, comme c'est le berceau du confucianisme, Qufu? Oui, Manon, Confucius ou Kongqiu, de son vrai nom, né en 551 avant notre ère, est mort en 479 avant Jésus-Christ, est sans doute le philosophe les plus influents de l'histoire chinoise. Imaginez un penseur dont les idées ont façonné la mentalité et la société de plus d'un quart de l'humanité pendant plus de 2500 ans. Et Confucius est non seulement un penseur, c'est aussi un réformateur social qui vivait à une époque de grands troubles politiques, la période des printemps et automne. Mais comment il a réagi face au chaos de son temps? Face au chaos de son temps, il a développé une philosophie centrée sur l'harmonie sociale, la vertu personnelle et l'éducation. Ses enseignements compilés dans les analectes prônent des valeurs comme la piété filiale, la bienveillance, la droiture et le respect des rites. Même aujourd'hui, les valeurs prônées par Confucius, la bienveillance, la droiture et le respect des rites, tout cela exerce encore des influences importantes dans la société d'aujourd'hui. Et Qufu était sa ville natale, Rocco? Exactement, Manon. Qufu, situé dans le sud-ouest de la province du Shandong, est non seulement le lieu de naissance de Confucius, mais aussi l'endroit où il a vécu, enseigné et où il est enterré. La ville entière est imprégnée de son esprit, un lieu saint pour des centaines de millions de personnes influencées par la pensée confucéenne. Et quel serait le premier site à découvrir à Qufu? Sans hésitation, Manon, je commencerai par les temples de Confucius, les Kongmiao. C'est les plus grands et les plus anciens temples dédiés à Confucius en Chine. Et l'un des 3 plus grands complexes architecturaux historiques du pays, avec la cité interdite et les palais d'été. Les temples s'étendent sur plus de 16 hectares. Imaginez l'équivalent de 22 terrains de football. Donc il comprend 466 salles réparties en 9 cours successives. La construction originale date de 470 avant Jésus-Christ, juste un an après la mort de Confucius, quand le duc de Lu transforma sa maison en temple. Au fil des dynasties, il a été agrandi et embelli pour devenir ce complexe monumental que nous voyons aujourd'hui. Et le temple est immense et date de longues années. Et Rocco, pouvez-vous nous décrire votre expérience de la visite du temple Kongmiao? Ouais, c'est une expérience vraiment bouleversante. Vous entrez dans la
monumentale porte Litsing, ornée de dragons sculptés. Cette porte symbolise les liens entre le ciel et la terre. Et passer en dessous, c'est comme entrer dans un espace sacré. L'allée principale est bordée de cyprès millénaires. Certains ont plus de 2000 ans et auraient donc connu l'époque de Confucius. En progressant vers le nord, vous traversez une succession de portes et de cours, chacune avec sa signification symbolique. Par exemple, la porte de la grande réussite, la porte de l'harmonie parfaite. Et chaque nom Manon reflète un aspect de la philosophie confucéenne. Les clous de la visite, notez bien, et sans contexte, les Dancheng Dian, la salle de la grande perfection. C'est un édifice majestueux avec ses colonnes de marbre sculptées, des dragons. À l'intérieur, une statue dorée de Confucius trône au centre, entourée de celles de ses disciples les plus éminents. Dans le Dachengdian, la salle de la grande perfection, on peut voir les colonnes de marbre sculptées de dragons. En fait, c'est un privilège normalement réservé aux palais impériaux. Donc, on peut constater l'importance que le gouvernement de l'époque attache à Kongmiao. Y a-t-il des rituels ou des cérémonies particulières dans ce temple, Rocco? Absolument, Manon. Le temple est toujours un lieu de culte actif. Chaque année, le 28 septembre, date anniversaire de la naissance de Confucius selon le calendrier lunaire, une grande cérémonie sacrificielle a lieu. Il s'agit d'un spectacle extraordinaire avec des danses rituelles, de la musique ancienne, jouée sur des instruments traditionnels et des offrandes symboliques. Ce sont des rituels destinés uniquement à des cérémonies particulières, n'est-ce pas? Mais même en dehors de ces grandes occasions, Manon, vous verrez des visiteurs allumer des laçons, s'incliner devant la statue de Confucius ou déposer des rubans rouges portant de vœux de réussite aux examens, une tradition très populaire parmi les étudiants. Et le temple Kongmiao, c'est vraiment le premier lieu incontournable pour les visiteurs qui se rendent dans le Tufu. C'est vraiment un lieu vivant. Et quel serait le prochain arrêt? Je vous amènerai ensuite à la résidence de la famille Kong, les Kong Fu. C'est l'ancienne demeure des descendants directs de Confucius qui ont vécu ici pendant plus de 2000 ans. Combien de générations? 77 générations, Manon. Cette résidence, c'est un véritable labyrinthe architectural couvrant 16 hectares avec 463 bâtiments et plus de 9000 pièces. 9000 pièces, c'est la plus grande résidence privée de Chine après les palais impériaux. Oui. Donc c'est la plus grande résidence privée de Chine après les palais impériaux. Elle combine des fonctions résidentielles, administratives et cérémonielles. Incroyable, 77 générations dans la même demeure. Et comment s'organise cette immense résidence? Oui, l'organisation spatiale est impressionnante et reflète parfaitement les principes confucéens de la hiérarchie et d'ordre. La résidence est divisée en 3 sections principales disposées sur un axe central selon le principe de Feng Shui. À l'est, vous avez le quartier résidentiel de la famille. Les appartements étaient distribués selon le rang et l'ancienneté dans la lignée. Les épouses principales, les concubines, les fils et les filles avaient chacun leurs espaces définis. C'est un véritable musée vivant de la vie aristocratique chinoise traditionnelle. Oui, continuez, Rocco. Au centre se trouvent les salles de réception et les bureaux administratifs. Les descendants de Confucius
portant les titres héréditaires des ducs Yansheng avait des responsabilités officielles importantes, notamment la supervision des rites confucéens dans tout l'empire. Ah, d'accord, des fonctions très importantes. Et la partie ouest, Rocco? Oui, elle abrite les jardins, les pavillons d'études et les bibliothèques. Le jardin principal est un chef-d'œuvre de l'art paysager chinois, avec ses rocailles, ses étangs et ses pavillons disposés pour créer une succession de tableaux poétiques. C'est là que les Kong s'est retiré pour étudier, composer de la poésie ou simplement méditer. Ce qui est particulièrement émouvant, c'est de voir les objets personnels de la famille. On peut citer des calligraphies, des peintures, des instruments de musique, vêtements de cérémonie, etc. Et chaque objet maintenant raconte une histoire et témoigne de cette extraordinaire continuité familiale. Ah, justement, cette continuité est vraiment impressionnante. Et Rocco, je pense que vous avez des anecdotes particulières liées à cette famille à nous raconter. Oh, ça ne manque jamais des anecdotes. Il y en a des milliers. Racontez-nous celle que vous préférez. Une de mes préférées concerne le 64e descendant, Kong Shansien, qui vécut au XVIIIe siècle. L'empereur Xialong lui rendit visite et fut si impressionné par l'érudition du jeune homme qu'il lui offrit sa propre calligraphie. Ah, quel honneur pour lui. Mais Kong Shansien, avec une audace respectueuse, suggéra à l'empereur de corriger un trait dans l'un des caractères. L'empereur, loin de s'offenser, fut admiratif de cette intégrité intellectuelle, très confucéenne, et les deux hommes devinrent amis. Ah, d'accord, c'est très intéressant. Et ces histoires montrent bien l'attachement profond des Chinois à cet héritage. Poursuivons notre visite, Rocco. Et où nous emmenez-vous maintenant? Ah, maintenant, direction vers les cimetières des Confucius, les Konglin. C'est les plus anciens et les plus grands cimetières familiales au monde, Manon. Ah, d'accord. Elle s'étend sur près de 200 hectares. Imaginez une forêt ancienne, mystérieuse et sereine où repose Confucius et plus de 100 000 de ses descendants. Comment est le cimetière? L'entrée du cimetière est marquée par une allée monumentale bordée de statues de pierre. Statue de pierre, qu'est-ce que c'est? Des animaux mythiques, des mandarins généraux qui montent la garde éternelle. En pénétrant dans la forêt Manon, on est immédiatement saisi par l'atmosphère. Le silence n'est rompu que par les chants des oiseaux et les bruissements des feuilles dans les arbres centenaires. Et comment trouve-t-on la tombe de Confucius dans cette immensité, comme il y a trop de tombes, à part celle de Confucius, il y a celle de plus de 100 000 autres de ses descendants. Comment on peut trouver la tombe de Confucius? Ah, c'est ça la grande question, mais ne vous inquiétez pas. La tombe de Confucius se trouve juste au centre du cimetière et c'est accessible par un chemin sinueux à travers la forêt. C'est volontairement simple, un tumulus herbé entouré d'un mur de briques bas avec une stèle portant l'inscription « Tombe du roi de la culture accomplie ». Ce qui est touchant, c'est de voir les offrandes laissées par les visiteurs, fleurs fraîches, fruits, parfois des copies des examens réussis grâce, croit-il, à la bénédiction du maître. Surtout pour les élèves qui vont passer le baccalauréat chinois, à côté de la tombe de Confucius. À côté repose son fils Kong Li et son petit-fils Kong Ji, perpétuant dans la mort la piété filiale si chère au confucianisme.
Ah, d'accord. Donc l'atmosphère doit être vraiment particulière. Et Rocco, y a-t-il d'autres tombes remarquables à part la tombe de Confucius? Oui, le cimetière est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Chaque dynastie a son style de stèles et de sculptures. Mhm. On peut littéralement lire l'évolution de l'art funéraire chinois en se promenant. Oui, c'est vrai. Certaines tombes sont de véritables œuvres d'art, comme celle de Kong Shangren, Mhm. dramaturge du XVIIe siècle, ornée de sculptures représentant des scènes de ses pièces. Mhm. D'autres sont émouvantes dans leur simplicité, comme ces petites stèles d'enfants avec leurs jouets gravés dans la pierre. Ah, ce sont vraiment des œuvres d'art, hein. Et lors de ma visite, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'arbres très anciens. Il y a aussi des arbres remarquables, certains plantés il y a plus de 1000 ans. Mhm. Et le plus célèbre est le cypre du maître, Ah, qui selon la légende aurait été planté par Confucius lui-même. ah, c'est planté par Confucius lui-même. Oui, Mhm. même si c'est probablement une légende, Ah, d'accord. l'arbre aurait moins de 1500 ans. Ah, c'est rare, hein. Et cette dimension naturelle ajoute vraiment à la spiritualité du lieu. Au-delà de ces 3 sites majeurs, y a-t-il d'autres lieux à découvrir à Qufu? Les temples de Yanhui, Mhm. dédiés aux disciples préférés de Confucius. Mhm. Yanhui incarnait l'idéal confucéen, pauvre mais vertueux, Ah, brillant mais humble. ah. Son temple, plus petit et plus intime que celui de Confucius, a un charme particulier. Mhm. Il y a aussi les palais de la musique ancienne, où l'on peut assister à des représentations de musique rituelle confucéenne. Mhm. Ces mélodies, jouées sur des instruments reconstitués d'après des modèles antiques, nous transportent directement à l'époque de Confucius. Mhm. Ah, c'est une véritable sensorielle unique. Ah. Et la musique devrait avoir une importance particulière dans les rituels confucéens, je crois. Rocco. Oui, bien entendu, Manon. Confucius lui-même était un excellent musicien et considérait la musique comme essentielle à l'éducation et à l'harmonie sociale. Mhm. Il disait, je cite, « La musique produit une sorte de plaisir sans lequel la nature humaine ne peut vivre. » Fin de citation. Ah, d'accord. Donc la musique rituelle confucéenne, avec ses mélodies lentes et solennelles, vise à élever l'âme et à créer une atmosphère propice à la réflexion. Les instruments traditionnels tels que cloches de bronze, pierres sonores, flûtes de bambou, Mhm. produisent des sonorités très différentes de ce à quoi nous sommes habitués en Occident ou ailleurs. Ah, d'accord. Ce sont des instruments musicaux traditionnels chinois. C'est vraiment une approche holistique de la culture. Et faute de temps, on doit s'arrêter là. Oui, Manon, je crois que faute de temps, on serait peut-être obligé d'arrêter là, mais prochainement, on va parler à nos auditeurs, ceux surtout qui veulent visiter tous ces vestiges que nous avons développés de notre émission. On va leur donner la meilleure période pour visiter